La visite présidentielle de la semaine dernière continue à défrayer la chronique. Le collectif pour la Guyane décollée, les Insoumis fustigent les annonces incomplètes et détachées des réalités. Nous y reviendrons. La crise du lévothyrox est-elle sanitaire ou médiatique? En Guyane, 1% de la population souffre de maladies thyroïdiennes et seuls 0,1% ont ressenti de réels effets indésirables du fait du changement de formule. Décryptage dans ce journal. Et puis du cinéma avec Geostorm, scénario catastrophe du réalisateur Dean Devlin avec son cortège de tsunamis, d'ouragans, de tremblements de terre, fiction, des effets d'une science sans conscience. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette tranche d'informations locales et régionales. Sachez que vous pouvez également nous suivre sur notre Facebook. Avant de rentrer dans ce journal, ces nouvelles, ce drame aujourd'hui à Cayenne, un Guyanais de 23 ans a été tué par balle cet après-midi dans un squat du quartier Olisette à Cayenne. La victime a été touchée à la tête. Un autre habitant de ce squat âgé, lui de 20 ans, a été grièvement blessé à l'abdomen. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce dernier n'avait aucun lien avec le premier meurtre. Il est sorti de chez lui en entendant les coups de feu. Son pronostic vital est engagé. Les tireurs, au nombre de 3, ont pris la fuite en voiture et à scooter. Pour l'heure, la police ne connaît pas le mobile de ces agressions. La visite présidentielle, je vous le disais en titre, de la semaine dernière n'a pas fini de faire parler d'elle. Le collectif pour la Guyane décollée a tenu une conférence de presse en fin d'après-midi aux Chênes Brisées de Cayenne. Il tire un bilan plutôt négatif de la venue d'Emmanuel Macron, loin de répondre aux revendications du collectif qui n'a pas réussi à obtenir d'audience auprès du président. Dimitri Gouard, porte-parole du collectif pour la Guyane décollée, était au micro de Galouassim. Pour faire un bilan simplement à la population guyanaise du passage du président de la République sur l'ensemble, sur le territoire. Et donc nous voulons lui répondre sur un certain nombre de choses. Quand il parle de légitimité, nous lui disons que nous avons la légitimité de la proximité, celle du 28 mars, celle qui a vu 50 000 personnes descendre dans les rues de Cayenne. Nous réapproprions la démocratie et que nous avons vu qu'il a sciemment craché sur cette part de la démocratie. Et je rappelle que le mouvement populaire est le cœur battant même de la démocratie. Ensuite, il est venu nous raconter qu'il n'était pas venu nous faire de cadeaux. Nous nous disons tout simplement que nous n'exigeons pas de cadeaux, nous n'attendons pas de cadeaux. Mais est-ce que demander de l'eau potable sur le territoire, c'est un cadeau? Est-ce que demander la construction scolaire, c'est-à-dire des collèges, des lycées, des écoles pour les enfants de Guyane, c'est une exigence de dignité ou c'est un cadeau? Est-ce que, par exemple, demander que les gens aient accès à l'électricité, qu'il y ait des routes pour qu'on puisse rejoindre chaque partie du territoire, c'est un cadeau? En revanche, nous savons ce que nous donnons à la France, c'est-à-dire notre espace maritime, notre zone économique européenne, la question des saisies d'or qui ne nous sont pas reversées, la question de la taxe foncière qui n'est pas acquittée par l'État, la question par exemple du CSG qui ne paie pas sa taxe d'apprentissage, la question notamment d'un certain nombre d'avantages en termes de biodiversité de ce parc amazonien national de 4 millions d'hectares que nous offrons en cadeau à la France. Alors nous lui disons simplement de regarder dans la corbeille qui donne quoi à qui et puis ensuite on viendra nous dire si ou pas on nous donne des cadeaux. Mais au-delà du cadeau, les Guyanais n'ont jamais cru au Père Noël. Et ce que nous demandons dans le projet de 2 milliards, ce qu'on avait demandé, c'était justement des éléments pour commencer à faire la Guyane décoller. La Guyane insoumise, elle aussi, est déçue de la visite présidentielle. Elle fustige les annonces faites par Emmanuel Macron. Le parti dénonce des mesures principalement axées sur l'immigration et l'insécurité qui font porter aux personnes étrangères la responsabilité des dysfonctionnements du territoire. Une opinion partagée par une douzaine d'autres associations, dont la CIMAD et la Ligue des droits de l'homme. Claire Albanesi de la Guyane insoumise était au micro de Pierre Tréfou. La réflexion a été menée autour de nous parce que nous avons contacté beaucoup de monde pour devenir signataires de ce communiqué. Ce qui est certain, c'est que ça fait bouger les lignes. La question de l'immigration, elle interpelle tout le monde, évidemment. On est dans une situation particulière en Guyane. Il faut agir, mais il faut trouver des solutions qui soient autres que celles de pointer l'étranger. C'est pas en arrivant, en détruisant des habitats familiaux qu'on va régler le problème. Il faut penser à une collaboration régionale. On est dans un bassin spécifique ici qui rencontre de nombreuses difficultés. Quelle collaboration avec le Suriname, avec le Brésil, avec Haïti, pour pouvoir maîtriser ensemble ces flux migratoires? Voilà, ça c'est une question qu'il faut absolument soulever. Et puis, quel avenir
pour notre pays, quel projet d'avenir qui soit harmonieux. L'objectif, c'est d'arriver à former un projet qui arrive à un développement économique qui aujourd'hui ici est catastrophique avec un taux de chômage explosif. Et ce n'est pas en visant l'étranger qu'on va régler le problème du chômage et de l'absence de perspective d'avenir. Il faut un projet, ce projet alternatif à cette politique qui semble être menée par Macron. Et le chiffre du jour est 90 000, c'est la fréquentation touristique annuelle en Guyane. Selon les professionnels, ils espéraient des signaux forts lors de la visite du président Macron, car l'objectif est de doubler le nombre de visiteurs en Guyane d'ici 2020. Santé à présent avec cette question, la nouvelle formule du lévothyrox est-elle réellement au cœur d'une crise sanitaire? Non, selon l'endocrinologue Nadia Sabat, seuls 1% des Guyanais sont touchés par une maladie de la thyroïde et seulement 0,1% d'entre eux auraient réellement eu des effets indésirables suite au changement de formule. Les autres sont touchés par un effet nocebo purement psychologique provoqué par une surmédiatisation. Les détails dans ce reportage de Pierre Tréfou. Le lévothyrox est un médicament destiné aux patients qui souffrent de troubles de la thyroïde. La composition du médicament a changé depuis fin mars 2017 et des milliers de patients affirment qu'ils souffrent depuis cette date d'effets secondaires graves. Alors le lévothyrox, on a un petit souci en fait au niveau de la reformulation. Donc le laboratoire Merck a reformulé donc à la demande de la NSM un nouveau produit il y a à peu près 5-6 mois. Donc nous fonctionnons en ce moment sur l'ancien lévothyrox et en même temps sur le nouveau. Et on s'est aperçu, surtout via les réseaux sociaux, qu'il y avait des petits effets secondaires divers et variés liés à la nouvelle formulation. La molécule n'ayant pas changé, donc ce serait plutôt lié aux excipients, c'est-à-dire aux produits qui permettent de transporter la molécule dans l'organisme. Voilà. Il s'agit d'une hormone de substitution, la lévothyroxine, consommée par près de 3 millions de personnes en France. Le changement de formule ne concerne pas le principe actif, mais porte sur des substances appelées excipients, qui lui sont associés. Le laboratoire estime que la très grande majorité des patients n'ont pas vu de différence et invite tous les consommateurs de ce médicament à consulter leur médecin pour mettre en place un suivi approprié et se soumettre à des dosages qui permettent de rééquilibrer, si besoin, le traitement. Nous reparlerons de ce cas de lévothyrox dans nos prochaines éditions. Santé toujours avec cette info pratique. Les usagers de la Caisse générale de sécurité sociale ont trouvé porte close ce matin. L'accueil physique et téléphonique du site maladie de Raban sera fermé tous les mardis et jeudis à compter d'aujourd'hui jusqu'au 29 décembre. L'objectif est de réduire les délais de traitement des dossiers d'assurance maladie. Les explications de Monique Aron, directrice de la Caisse générale de sécurité sociale, au micro de Galouassim. C'est une décision qui n'est jamais facile à prendre, mais c'est une décision qui s'intègre dans un plan d'action plus global de résorption des stocks par rapport au flux de population massive que nous sommes amenés à recevoir dans le cadre notamment de la procédure des demandeurs d'asile, puisque ça fait partie disons, des services qui sont rendus à cette population que l'accès aux droits et aux soins, plus les populations habituelles que nous avons. Il y a l'accueil qu'en le fermant, nous allons pouvoir donc permettre aux agents d'accueil qui connaissent bien les dossiers aussi de pouvoir travailler sur le stock de dossiers. Nous avons connu et nous avons été confrontés à une rétention des dossiers et pour cause pendant la durée du conflit. Donc tous ces dossiers arrivent maintenant, en plus de la population nouvelle qui arrive, et des problèmes d'organisation en back-office, de traitement des dossiers, que nous avons complètement revisité, et même en préfiguration de ce qui sera l'organisation future au 1er janvier 2018. Disons que l'objectif du 31 décembre, c'est vraiment de terminer l'année avec une situation confortable pour tout le monde, pour les assurés comme pour la Caisse.
Et puis ces images d'un mur pour séparer les résidences de Raban des habitats spontanés construits par les familles délogées du Mont-Baduel. Ce mur est en cours de construction. Une initiative de la mairie de Cayenne, la CTG et l'association des grands frères. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Un tour chez nos voisins guadeloupéens à présent. Le colloque international sur l'esclavage et la colonisation organisé à la maison coloniale de Wonch à Baie-Mao s'est achevé cet après-midi avec l'intervention de Jackie Dahomey. Il s'agissait aujourd'hui de parler du rôle significatif joué par les artistes pour sensibiliser l'opinion publique à la traite des esclaves. Reportage de Nathalie Dinan. Sous la main ferme des peintres, l'homme sans culture reprend espoir. Cette phrase débute l'intervention de Marcel Dorigny sur l'impact des arts, réalistes ou irréalistes, des œuvres égrenées par cet historien passionné qui témoigne de l'esclavage, des abolitions. Ces œuvres ont eu un impact peut-être plus fort que les textes eux-mêmes, qui étaient quand même des textes souvent très difficiles, pas à la portée de tout le monde. Donc les œuvres étaient plus simples. Évidemment, quand on voit le chef des révoltés de Suriname pendu par une corde, ça fait un effet absolument terrible. En principe, aujourd'hui, le public, s'il le veut, est informé. Il y a des livres, il y a des films, il y a des photos, il y a des images, il y a une circulation, il y a des expositions, etc. Plus personne ne peut dire que l'esclavage était bien, bon, généreux, que les maîtres étaient paternels envers les esclaves. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Je pense que les œuvres d'art ont joué un rôle. Les œuvres de Turner, de Daumier, de Van Grove illustrent en continu son propos. Des images choquantes qu'aujourd'hui Internet nous livre facilement, comme le navire négrier, le radeau de la Méduse, les chiens chasseurs d'esclaves. Tout cela témoigne de la déshumanisation, des indignités, de la monstruosité de l'esclavage et de la colonisation, encore aujourd'hui. Il y a eu des films récemment qui ont été très populaires, très diffusés, qui montrent la violence de l'esclavage. Je pense au film du milieu des années 50, donc déjà ancien Tamango, l'adaptation de Prosper Mérimée avec de grandes vedettes de l'époque, ça a fait du bruit. Et puis beaucoup plus récemment, ce film anglais, on le croit américain, mais il n'est pas aux États-Unis, mais c'est un film anglais, 12 Days a Slave, qui a eu un grand succès, beaucoup de gens l'ont vu. Moi j'ai vu des gens sortir de la salle tellement ils étaient choqués par la violence, surtout la dernière scène avec les coups de fouet. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. Hein. La dernière scène était très très dure, hein, très très dure. J'ai vu des gens sortir en disant non, on ne peut pas voir ça, on attend la fin du film, on revient pour la discussion. Repenser les relations triangulaires, penser un nouvel humanisme, parler d'un concept d'égalité après les abolitions pour une justice globale, autant de thèmes et de questions pour lesquels les différents intervenants ont tenté de proposer des pistes. Celle de Fritz Calixte a refermé les débats, la créolisation comme dépassement des relations triangulaires, une réflexion lancée. Rendez-vous à la prochaine édition du colloque international d'Haïti Monde. Un mot de sport à présent avec un tournoi pour repérer les jeunes talents du football guyanais. Un représentant de la Gateway Academy de l'Illinois est en Guyane en ce moment pour sélectionner les étudiants sportifs les plus prometteurs parmi 180 jeunes footballeurs réunis dans 10 équipes sur le terrain Georges Chaumette demain et samedi. Albert Darnal, organisateur du tournoi et président de l'Olympique de Cayenne, était au micro de Stéphane Gauvindin. Le tournoi en lui-même, ce n'est pas le plus important, c'est surtout la détection que nous organisons. C'est un tournoi, on peut en faire régulièrement, mais permettre aux jeunes Guyanais d'être recrutés éventuellement par une université américaine. Je pense que c'est la première fois que ça se fait en Guyane, mais c'est aussi une opportunité qui n'est pas négligeable pour nos jeunes Guyanais qui aujourd'hui sont dans la difficulté, comme tout le monde le sait, et permettre à nos jeunes footballeurs de lier leur activité sportive à une activité intellectuelle qui pourra leur permettre demain d'avoir un emploi. Ce n'est pas négligeable et nous avons estimé que ce choix-là était peut-être plus important que le choix d'une équipe professionnelle qui ne leur offre pas vraiment ce genre d'opportunité. L'Association pour l'éducation par le sport est née en 2014. C'est une déclinaison d'une autre association qui prône le tourisme éducatif. Donc nous avons commencé par envoyer des jeunes étudiants en faculté américaine et nous sommes aperçus de l'engouement que pouvait avoir cette dernière pour le sport, en fait, le sport en général et pour les sportifs qu'on pourrait avoir de la Caraïbe. Donc nous avons créé cette association, l'association PEPS, afin de pouvoir promouvoir l'éducation par le sport. Je dirais que de 1 à 180 jeunes peuvent être détectés
car en fait, nous recherchons des profils, nous recherchons des étudiants avant tout, des étudiants athlètes. Donc tout jeune qui souhaite étudier et jouer au plus haut niveau sera éligible. Donc après, tout dépendra en fait du ratio et du rapport qu'aura son niveau et éventuellement le budget qu'il pourra mettre à ses études. Donc il faut savoir que nous sommes dans la négociation de bourse. Plus le jeune sera bon et plus la bourse sera intéressante. Sport toujours et en Guadeloupe à présent. Pendant 4 jours, une centaine d'escrimeurs venus de toute la Caraïbe et de la Guyane s'affronteront à l'occasion de la 2e édition du tournoi international d'escrime qui se déroule actuellement à Petit-Bourg. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Pour cette 2e édition, des délégations venues de Hongrie, États-Unis, Curaçao, Porto Rico et des Antilles Guyane sont réunies pour 4 jours de compétition. Le but sportif de ce 2e tournoi international, c'est en fait que les tireurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, des îles proches, profitent de l'opportunité du seul tournoi international dans la discipline escrime en Guadeloupe, dans le bassin caribéen. Et c'est ça l'intérêt, parce que si vous voulez à l'escrime, c'est souvent le contraire. Nous nous déplaçons pour aller à l'extérieur. Aujourd'hui, nos partenaires nous ont permis, la ville de Petit-Bourg ainsi que la région, nous ont permis, avec leur aide, leur soutien, de pouvoir réaliser ce 2e tournoi ici à Petit-Bourg. Ce tournoi est ouvert aux jeunes âgés de 13 à 20 ans. L'épée et le fleuret sont les 2 armes pratiquées. C'est l'occasion pour certains de vivre une première grande compétition. J'ai voulu participer à ce tournoi pour me perfectionner et pour atteindre au maximum le haut niveau. C'est nouveau pour moi de rencontrer plusieurs pays, donc me perfectionner encore plus. Donc ça me fait un nouveau challenge. Je trouve que c'est une bonne opportunité puisqu'on peut tirer contre des étrangers. C'est-à-dire on tire contre différentes personnes que d'habitude. C'est un peu d'excitation, mais en même temps j'essaie de rester concentré pour essayer d'avoir des résultats. C'est tout un cahier, je vais aller toujours les mêmes techniques, là je vois autre technique, donc ça me permet d'améliorer mes techniques, de faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire, voilà, je progresse. Cet événement est labellisé par la Fédération française d'escrime. L'ensemble des points obtenus par les tireurs sera comptabilisé pour le classement national. Pour refermer ce journal du cinéma, Geostorm du réalisateur Dean Devlin, avec à l'affiche l'acteur britannique Gerard Butler. Le scénario décrit une coopération sans précédent entre États pour contrôler le climat grâce à des satellites, jusqu'au jour où le dispositif se dérègle. Complot ou faille du système, regardez la bande-annonce. Le comité sénatorial laisse la parole à Jacob Lawson, responsable du projet climat pour l'ISS. Veuillez enregistrer qu'il a presque 1 heure de retard. Oui, excusez-moi, il a fallu le temps de venir, j'arrive de l'espace. Grâce à ce système de satellites, les catastrophes naturelles appartiennent désormais au passé. Nous pouvons contrôler le climat. Monsieur le Président, un de nos satellites thermosphériques au-dessus de l'Afghanistan a une défaillance. Qu'est-ce que vous proposez? On coupe toutes les liaisons satellites. Je n'ai pas besoin de vous rappeler combien de gens sont morts à cause de catastrophes dues au climat. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres incidents. Tu retournes dans l'espace. Je vais revenir, t'inquiète pas, je te le promets. Bon voyage, monsieur. Ne touchez à rien. Voici monsieur Jake Lawson. Le grand Jake Lawson? Vous faites beaucoup plus vieux que ce que je croyais. Enfin, vous êtes bien. Je vais être viré. Mon accès est bloqué. Un satellite, ça peut avoir un bug. Pas un satellite, tous les satellites. C'était pas une défaillance, c'était intentionnel. On peut s'attendre à des catastrophes climatiques à l'échelle mondiale. Une géotempête. Il faut couper le système tout de suite. Le seul à avoir les codes, c'est le président. J'ai besoin de ton aide. Tu demandes de l'aide à un agent des services secrets? Sérieux? On embarque le président dans un taxi à pilote automatique. Jake, si tu peux pas arrêter ça, personne ne peut. 3,
Allez, vas-y, ma poule. Vous vous rendez coupable de trahison, c'est clair. J'ai kidnappé le président et j'ai volé des secrets d'État. J'oublie quelque chose, chérie? Chérie. Accrochez-vous! Épousez-la. Voici arrivé à la fin de ces tranches d'informations. Je vous en rappelle les principaux titres. La visite présidentielle de la semaine dernière continue à défrayer la chronique. Le collectif pour la Guyane décollée, les Insoumis fustigent des annonces incomplètes et des détachés des réalités, nous en parlions. La crise du lévothyrox est-elle sanitaire ou médiatique en Guyane? 1% de la population souffre de maladies thyroïdiennes et seuls 0,1% sont ressentis de réels effets indésirables du fait du changement de formule. Nous vous proposions un décryptage à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis du cinéma avec Geostorm, scénario catastrophe du réalisateur Dean Devlin avec son cortège de tsunamis, d'ouragans et de tremblements de terre, fiction des effets d'une science sans conscience. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.